Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman, au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir deux invités. Cyprien Braud, bonjour. Bonjour. Et Rémi Carlon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes respectivement premier violon et violoncelliste du Quatuor Elmire. Et je vous reçois à l'occasion de deux événements, deux concerts qui seront donnés à Paris. L'un le 16 mai prochain au Théâtre des Bouffes du Nord, vous serez aux côtés de Michel d'Alberto pour le Quintet de Vienne. Il y a le deuxième Quatuor de Bartók au même programme et vous serez le 22 mai dans le festival de Bagatelle, dans ce lieu aussi magnifique, aux côtés de la pianiste Lise de la Salle pour un quintet de Franck. Et elle jouera aussi la sonate de Liszt au même programme de lieux merveilleux. Vous avez déjà joué dans ces lieux, le Théâtre des Bouffes du Nord, le Parc de Bagatelle? Alors le Théâtre des Bouffes du Nord, pas encore. Ce sera notre grande première. On est très très excités de pouvoir jouer là-bas. Et le Bagatelle, on y a déjà joué l'année dernière. Et c'était... en tant que lauréat de Banque Populaire En tant que lauréat de Banque Populaire, oui. Donc vous serez aux côtés de deux grands pianistes très très différents. Alors Michel d'Alberto, vous me disiez hors micro que vous avez déjà joué avec lui. Et Lise de la Salle, c'est une première. Lise de la Salle, jamais, on l'a même jamais rencontré encore. On va faire les premières répétitions dans une semaine. Mais Michel, on a déjà joué dans le cadre de la Belle Saison avec lui. On a déjà fait deux concerts je crois. On s'est tout de suite très bien entendu. On le connaissait depuis très longtemps parce qu'on était au CNSM et lui était encore professeur au CNSM. Donc on l'avait rencontré dans des masterclass. Mais lui, il était en piano, non pas en musique de chambre. Non, pas en musique de chambre, mais on l'avait parce qu'on avait un ami qui était chez lui en piano, donc on faisait d'ailleurs, on jouait souvent le quintet de Franck avec lui. C'était le pianiste Valentin Coton et on a beaucoup travaillé du coup avec Michel aussi en tant qu'étudiant au CNSM. Alors vous êtes les deux créateurs entre guillemets de ce Quatuor à Elmire, les deux membres historiques de ce Quatuor qui a été fondé en 2017. À vos côtés, il y a maintenant Hortense Fourier à l'alto et Johan Braca au deuxième violon. Ça a été compliqué leur intégration et c'était pas des gens qui avaient fait du quatuor avant. Vous étiez au sein de ce quatuor depuis 5 ans et vous vous retrouvez avec deux autres membres, donc ils doivent rebâtir le répertoire à vos côtés. Comment ça se passe, Rémi Carlon? La première chose, c'est que du coup avec Cyprien, on a fondé du coup le Quatuor Elmire en 2017 et la première année, je dois dire, on a posé les fondations du quatuor avec nos deux amis et collègues de l'époque. Et ce travail-là, pendant 1 an, je crois on s'est préparé pour un concert. Au bout de 8 mois, 1 an, on a posé des fondations, des bases qui sont finalement restées. Donc nous, on a toujours joué ensemble avec Cyprien, on se connaît par cœur. Pour l'intégration d'Hortense et Johan, évidemment, ils découvrent un nouveau métier, comme on le disait hors micro, mais c'est aussi des gens qui ont une expérience de musique de chambre avant, dans des groupes avec différentes personnes, mais qui ont une expérience de chambriste et d'orchestre. Et tout est un peu lié, même si en effet, encore une fois, le quatuor c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau métier. Il y a des règles de jeu, de mode de jeu, une conscience à développer de l'harmonie très poussée. Voilà, c'est notre mini-orchestre et l'intégration se fait super bien avec eux. Voilà. Alors, vous parliez de ce premier programme que vous aviez mis tant de mois à travailler. C'était quoi les œuvres que vous aviez choisies? Alors pour ce concert, on peut encore le remercier parce que c'est Michel Debiard qui est directeur, qui s'occupe du festival Connaissance des jeunes interprètes. Donc ça portait bien, le festival portait bien son nom pour nous. Et alors le programme, on a travaillé l'opus, un quatuor d'Haydn opus 20 numéro 3. Oui. Qu'on a c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. C'est un opus difficile. Ils sont tous difficiles, les quatuors de Haydn. Ils sont tous difficiles. Mais pour commencer, c'était peut-être pas le plus simple, je dois dire. Et c'est vrai qu'on l'a décortiqué dans tous les sens. Des fois, on passait 1 heure, 1 heure et demie. Je me rappelle avec Philippe Bernard notamment, qui nous a fait travailler au début. Pardon, mais c'est ça l'anecdote en fait, c'est que quand on a rencontré Philippe Bernard qui était l'ancien premier violon du Quatuor Modigliani. Donc. Voilà. Et en fait quand on l'a rencontré, il a cru en nous et il nous a donné un espèce d'ultimatum et il nous a dit voilà, maintenant vous travaillez tous les jours 9 heures par jour et je vous trouve un concert donc chez Michel Debiard et il faut que vous soyez bon.
Donc voilà, vous c'est travaillez la- ce l'anecdote. quatuor opus 20 numéro 3 de Haydn, et quoi d'autre alors Et l'opus 80 de Mendelssohn, si je me trompe Dédié pas, à sa sœur Fanny qui venait de Tout à fait, disparaître. le dernier quatuor de Mendelssohn. Et on a joué aussi une pièce, le deuxième quatuor d'Éric Tanguy. Voilà, donc c'était ces 3 œuvres-là. Et voilà, comme l'a dit Cyprien, c'était le défi, c'était le goal. Voilà, on a préparé ce programme consciencieusement pendant presque un an, et il fallait aussi, voilà, c'était tous les jours. Bon, c'est encore tous les jours, mais c'est vrai que c'était de très très longues journées, et puis il fallait tout apprendre en fait, tout poser comme fondation, et voilà, mais c'était une super période. Vous parlez de Philippe Bernard, vous avez eu d'autres maîtres pour le quatuor, comme Luc-Marie Aguera, qui était membre du quatuor Isaïe, et puis vous avez fait des masterclass, j'imagine, Oui. avec des grands maîtres du quatuor. C'est vrai que Luc-Marie nous a suivis pendant quelques temps, nous a fait travailler. Oui, donc il était ancien du quatuor Isaïe. En fait, on l'a rencontré un été à Flaine, si je me trompe pas, et après on a intégré sa classe au CRR de Paris, la classe du quatuor Isaïe, qui était devenue sa classe à lui, parce qu'ils se sont tous un peu éclatés, et au fur et à mesure il restait plus que lui et Miguel da Silva jusqu'à un certain moment. Donc on a travaillé avec lui, et puis de temps en temps on est allé jouer aussi pour d'autres grands artistes et grands quartettistes. Notamment, on a été à l'Académie d'Aix-en-Provence en 2019, et on a rencontré András Keller du Keller Quartet. Voilà, on a aussi pu travailler avec Tabea Zimmermann, le quatuor Eben. Enfin, des grands. Ou des grands, Des ouais. grands du quatuor, ou des grands musiciens comme Tabea Ouais, Zimmermann, qui est l'immense altiste qu'on connaît. Donc là, vous allez jouer le 16 mai prochain au Théâtre des Bouffes du Nord, un très très beau programme. Et vous confrontez 2 œuvres, j'avoue que j'y avais même pas pensé quand j'ai vu le programme, 2 œuvres de 1917, à savoir le deuxième quatuor de Bartók, et puis le quintet de Louis Vierne. Qui sont des œuvres très très différentes pour être de la même époque, et qui a eu l'idée de confronter ces 2 œuvres de ce 1917. Mais en fait, le deuxième quatuor de Bartók, c'est notre premier Bartók. Et c'est une œuvre déjà, avant la conception de ce programme, qui nous tient à cœur, et qu'on a d'ailleurs découvert avec Luc-Marie Aguera, qu'on a commencé à travailler avec lui. C'est une œuvre vraiment qu'on adore, et c'est notre premier Bartók. Et vous en jouez d'autres On a pour projet d'en jouer d'autres, donc on va se décider pour savoir lequel on jouera. Mais voilà, nous, c'est vraiment notre première approche à la musique, à la musique de Bartók. Et l'idée de ce programme de CD, c'est quelque chose aussi de temporel, d'être autour de l'année 1917, et de pouvoir justement, en Europe à cette époque-là, confronter, si j'ose dire, 2 univers différents, et 2 pays en fait différents de composition. Parce que en fait, l'idée cet album, c'était normalement de faire une... Oui, parce que, excusez-moi de vous interrompre, il va y avoir un disque avec ce programme Vierne-Bartók, Voilà, qui fait exactement. l'objet de ces concerts dans le cycle de la Belle Saison. Voilà. Et en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était ne pas s'arrêter à un album dans notre vie, bien sûr, mais du coup, on voulait essayer de créer une série. Et donc, on avait vu très large, et on voulait faire une série par rapport à des dates ou alors à des compositeurs. Donc là, l'album va s'appeler Europa 1917. Donc ça nous permet après de pouvoir faire Europa 19e siècle ou alors Europa 20e siècle. Ça nous permet d'avoir un plus large éventail pour la suite. Vous parlez d'ailleurs de 1917, naturellement, année tragique à divers titres, que ce soit la Révolution russe, où là on est en Première Guerre mondiale, puisqu'en fait Louis Vierne venait de perdre son fils à la guerre, et il a composé ce quintet déchirant, justement un peu en hommage à son fils disparu. Donc c'est aussi... puis Bartók, lui, mêlé aussi à toutes les tragédies du siècle. Vous parliez de Keller, vous avez étudié ce Bartók avec lui ? Oui, en fait, justement, on a beaucoup travaillé ce quatuor avec lui dans le cadre de l'Académie d'Aix-en-Provence en 2019. Et pour nous, évidemment, on ne pouvait pas trouver un meilleur musicien, meilleur pédagogue pour nous parler de la musique de Bartók. Voilà, c'était juste exceptionnel de pouvoir jouer ça pour lui, et de pouvoir travailler, d'avoir des conseils, des pistes de travail, un son à trouver aussi.
et puis comprendre ce que Bartók écrivait, comment il voulait que ça sonne, comment il l'entendait. Donc pour nous, c'était très enrichissant de le rencontrer. Après la fin de cette semaine, enfin de ces 2 semaines qu'on a à Aix-en-Provence, je me souviens qu'à la fin, il nous a dit bon, c'est bon, vous pouvez jouer Bartók. Vous êtes respectivement violoniste et violoncelliste, Cyprien Brault et Rémi Carlon. C'est un musicien que vous aviez interprété. Avant de l'interpréter au quatuor, Bartók, en tant que violoncelliste, il n'y a pas de répertoire solo. Vous avez la sonate pour violon, mais vous, pour le violoncelle... Moi, j'ai une rhapsodie au violoncelle. Oui, une rhapsodie avec piano. Je me rappelle piano, que j'ai joué à un de mes examens au CRR de Paris avant d'intégrer le CNSM de Paris. J'avais joué du coup cette rhapsodie avec piano. Mais c'est vrai qu'il y a eu peu d'autres choses. Il ne vous a pas fait un leg aussi prodigieux qu'au violon. Oui. Alors moi, j'avoue que j'ai pas beaucoup joué de Bartók en violon. J'ai jamais joué la sonate pour violoncelle. Mais je me souviens avoir joué je sais plus comment elles s'appellent, mais les danses hongroises, les danses hongroises, voilà, les danses roumaines. Je me souviens avoir joué ça. Et donc là, vous allez jouer le 16 mai avec Michel D'Alberto, on en parlait. C'est quoi les rapports qu'on a avec un maître comme ça? Est-ce que c'est des rapports de maître avec des musiciens plus jeunes, ou alors il y a un équilibre total Au début, c'est pas évident, parce que quand on le rencontre, c'est quand même une grande figure du monde classique, du monde de la musique en général. Donc les premières répétitions, c'était assez complexe, parce qu'il nous a connus, du coup, comme je disais tout à l'heure, il nous a connus en tant qu'étudiants. Donc c'était compliqué de passer de élève à interprète et à collègue, en fait. À ses côtés. Ouais. Voilà. Et en fait, il nous a énormément laissé la place. Il a été vraiment très généreux, même dans ce qu'il nous donnait en répétition, dans ses mots, dans sa façon de jouer. Et nous, on a pu s'insérer dans son jeu, mais en même temps proposer aussi notre propre image, notre propre vision de l'œuvre. Même si lui il l'avait jamais joué non plus, en fait. Donc c'était vraiment une découverte ensemble. Et il s'est pas du tout positionné en tant que grand maître qu'il est, mais il nous a pas fait ressentir, en tout cas, une supériorité ou quoi, et donc c'était très agréable c'est toujours très agréable de travailler avec lui et de jouer avec lui. Vous allez jouer, donc je le disais, avec une autre grande pianiste qui Lise de la Salle, que vous n'avez pas encore rencontrée, donc le 22 mai prochain à Bagatelle. Mais ce quintet de Franck, vous l'avez joué déjà pas mal de fois. Nous, c'est les premières pièces qu'on a jouées avec Rémi tous les deux. On a joué le quintet de Franck, je sais pas, une dizaine de fois, je pense, tous les deux, et puis on l'a rejoué il y a pas longtemps avec Michel, parce qu'à la fin d'un concert avec Michel D'Alberto, parce qu'à la fin d'un concert, on s'était dit qu'on voulait faire un bis, et Michel nous a dit bon, allez, venez, on joue le premier mouvement, et puis finalement on s'est retrouvé à jouer tout le quintet en bis. Ah oui. Donc voilà, c'était un peu la redécouverte de ce quatuor qu'on avait joué pas mal de fois. Et donc justement, vous parlez de quatuor, parce qu'on est là pour parler de quatuor et de quatuor Elmire, dont vous êtes la moitié des représentants, Cyprien Brault et Rémi Carlon. Vous avez décidé donc de le constituer en 2017, vous étiez alors encore au CNSM. Oui, en fait, on a eu beaucoup de chance aussi, je dois dire, dans notre parcours, parce que ça s'est fait, on y pensait depuis le début, depuis notre première année de licence où on s'est rencontré avec Cyprien, mais ça s'est fait en première année de master pour nous, sur notre 4e année. Et je dis qu'on a eu beaucoup de chance parce que on venait d'avoir notre licence, qu'on était en voie de professionnalisation, et c'est le moment où nos amis tentent des concours d'orchestre ou créent un groupe ou partent à l'étranger pour de nouvelles aventures. Donc pour nous, ça s'est fait assez naturellement, et c'était le bon timing. C'était vraiment le bon timing. Donc voilà, on a eu aussi l'appui de nos professeurs pour nous permettre de libérer du temps pour le quatuor, parce qu'évidemment, encore plus au début, ça prend, et toujours maintenant, beaucoup de temps de travail. Donc voilà, ça s'est fait très naturellement au début de master. Il faut du temps et des lieux aussi pour travailler, c'est pas évident toujours. On avait du coup les locaux du CNSM de Paris, mais alors là c'était une autre histoire, il fallait attendre des salles pendant des heures et des heures. Mais on y croyait, on restait devant l'accueil en attendant la fameuse clé qui pouvait nous permettre de faire encore 2 petites heures à la fin de la journée. Et cette vie de quartettiste, c'est quelque chose dont vous rêviez quand vous étudiez la musique? Vous aviez des sons de quatuor idéaux, je ne sais pas, des quatuors du passé, les Amadeus ou Juilliard ou d'autres quatuors français ou quatuors Weg, que sais-je, il y en a tellement. Ou alors c'est venu au fil du temps
En fait, nous, on a grandi avec les Modigliani et le Quatuor Eben. Oui, c'est-à-dire que ceux qui étaient jeunes pour moi, pour vous, c'était les aînés. Voilà, Comme nous, ça, vous c'était me les jetez aînés, un coup c'était ceux qui... de Non, vieux pardon. sur la tête. Non, mais vous avez bien raison. Mais c'était ceux qui nous inspiraient au début parce que c'est ceux qu'on connaissait. C'est ceux aussi qui étaient accessibles parce qu'on pouvait les rencontrer. Et ils venaient donner des masterclass au CNSM. On allait à Évian avec les Modigliani. Les Eben, on les a un peu moins côtoyés, mais on allait les écouter en concert. On les connaissait quand même de masterclass. Et puis, Luc Maria Guerra est quand même un grand passionné des quatuors d'antan. Donc, il nous a énormément parlé de Veg, de Bush Quartet, de Brian Inn. Oui, et puis des eux, ils avaient Amadeus. travaillé avec Brian Inn du Et Quatuor voilà, Amadeus. en plus. Quatuor Isaïe, eux c'est un peu la transmission parce qu'il y a les 30 ans du Quatuor Isaïe. Eux ils ont vu toutes ces grandes figures de la Mitteleuropa, du Quatuor, ils les ont côtoyés et puis eux ils ont pu transmettre l'enseignement à ces jeunes quatuors que vous êtes. C'est émouvant. On a quand même l'impression que dans le Quatuor il y a un rôle de transmission qu'il n'y a pas dans les autres formes musicales. Ouais, après je pense que chaque professeur, que ce soit de violon ou de violoncelle, a sa propre école, a étudié avec que ce soit un professeur russe ou un professeur français. Donc ils ont quand même ils ont une approche par rapport à leur professeur. Un héritage qu'ils ont eu de leurs professeurs, des gens qu'ils ont écoutés aussi et des gens avec qui ils ont travaillé, avec qui ils ont joué. Et nous, on a eu un peu des deux parce que Philippe était vraiment dans la nouvelle génération. Philippe Bernard, du Quatuor Modigliani. Du Quatuor Modigliani était dans la nouvelle génération avec le Quatuor Eben. Et on a eu la chance de travailler avec d'autres grands artistes qui venaient d'une autre époque, donc qui nous ont parlé notre façon de voir le Quatuor. Alors, donc le 16 mai et le 22 mai, vous allez jouer des chefs-d'œuvre. Donc, un chef-d'œuvre qui est bien connu, le 22 mai, qui est le quintet de César Franck, aux côtés de Lys de la Salle. Ça, c'est un des grands chefs-d'œuvre du quintet. Puis un autre grand chef-d'œuvre qui est le quintet de Vierne, qui est une œuvre magnifique, mais très peu connue aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une œuvre qui a été beaucoup jouée du vivant de Vierne, ou si c'est une œuvre qui a eu du mal à traverser le temps. Enfin, ça, je ne sais pas si vous savez, parce que c'est une œuvre qu'on essaie de faire revivre aujourd'hui, qui est une œuvre absolument merveilleuse, mais qui a eu une éclipse quand même. Oui, c'est vrai que on n'a pas la science infuse par rapport à ça, mais ce que je dirais, c'est que j'ai l'impression aussi qu'il y a des mauvais sorts des fois qui sont jetés à certaines œuvres, et j'ai l'impression que le quintet de Vierne est passé un peu inaperçu et peu joué. Je crois qu'il y a un enregistrement, 2 ou 3, mais il faut les trouver. Et voilà, cette œuvre, en fait, nous, on la découvre maintenant. On l'a fait découvrir aussi à un public qui se dit... Les gens doivent être surpris et heureux. Ouais, je pense qu'ils le sont parce que c'est une œuvre qui s'écoute très facilement, qui est extrêmement romantique, qui est magnifique, on peut pas vous dire le contraire, mais c'est une découverte pour les deux parties, pour nous et pour le public aussi, et on est content de la faire revivre. C'est une coïncidence que vous jouiez deux quintets écrits par deux grands organistes, Franck et Vierne, parce qu'ils ont quand même ce point commun. Tous les deux sont quand même connus pour être des grands organistes. D'ailleurs, le nom de Louis Vierne est plus attaché aujourd'hui à l'orgue qu'à la musique de chambre. Il y a aussi une très belle sonate pour piano et violon. Mais il y a un commun dans leur écriture. En fait, je me suis déjà posé cette question-là et je me suis dit qu'en fait, le piano leur suffisait pas parce qu'ils ont aussi les pieds, les organistes. Et du coup, les pieds, on va dire que c'est le quatuor. Et du coup, pour eux, ça devait être une œuvre plus grande avec un peu plus d'effectifs. Parce qu'à l'orgue, ils peuvent jouer un quintet entier avec en plus la partie de piano, je pense, presque. Donc c'était pour eux une libération de ne pas être bloqués par un instrument qui ne leur permettait pas de voir tout ce qu'ils avaient envie d'écrire. Alors on parlait de ces deux concerts que vous allez donner les 16 et 22 mai prochains dans ces lieux magiques, les Bouffes du Nord et le parc de Bagatelle. Comment ça se passe au niveau de la construction de votre répertoire ? On parlait tout à l'heure de ce quatuor de Haydn, ce quatuor d'Éric Tanguy et ce quatuor de Mendelssohn qui vous avait demandé tellement de travail au départ. Là, on évoque Bartók, Louis Vierne, César Franck. Mais vous êtes guidé par quoi ? Parce que là, en ce qui concerne le quintet de Vierne, c'est les organisateurs de la Belle Saison qui vous ont demandé ce quintet. Il se trouve que c'est une œuvre que vous trouvez très belle. Mais est-ce que vous êtes partagé entre le répertoire que vous voulez construire vous, le répertoire qu'on vous demande
Vous avez une latitude importante pour choisir votre répertoire? Nous, on a 5 ans de quatuor, donc on est encore considéré comme un jeune quatuor. Donc on est encore dans une période où on découvre et où on est très curieux de s'atteler à plein de nouvelles œuvres, de nouvelles expériences. Donc on a tout le temps des romantiques un peu sous la main, on a tout le temps des classiques sous la main. Donc les constructions, elles se font aussi par rapport au festival, par rapport aux organisateurs de concerts, ce qu'ils veulent qu'on joue, ce qu'ils veulent que le public entende. Il y a toujours des œuvres phares comme La jeune fille à la mort qu'on joue en ce moment, qui est tout le temps très demandée, de Schubert. Les quatuors de Mendelssohn aussi sont souvent demandés parce que c'est un romantisme, c'est très séduisant, c'est très virtuose, c'est très... Et aussi il y a donc toute la construction par rapport au concert, par rapport aux albums qu'on veut faire, parce que les albums c'est quand même quelque chose où on peut montrer en tout cas exprimer toute notre musique, toutes nos envies, tout notre répertoire préféré justement. Et c'est vrai que Bartók, on l'a beaucoup joué, ça a été quelque chose qui nous a tout le temps inspiré. On arrive énormément à s'identifier avec des images, avec des couleurs, des goûts, plein de choses comme ça, un peu, qui peuvent paraître un peu abstraites, mais en fait, qui nous aident énormément dans la construction d'une œuvre. Et Vierne, on s'est amusé aussi à faire ça parce que c'est pareil, c'est très romantique, mais c'est quelque chose qui n'a pas été joué et rejoué, donc on a encore de nouvelles perspectives et on peut pas faire comme tout le monde en fait, parce que de toute façon ça n'a pas été assez joué. Alors on a parlé de Haydn et Bartók, les deux grands génies du quatuor, l'un au XVIIIe et l'autre au XXe siècle, et puis il y a un autre génie dont on n'a pas parlé mais qui est quand même c'est la lettre volée, enfin, c'est-à-dire c'est celui qui est au nez de la figure de tous les quartettistes, c'est Beethoven. Vous les abordez, les quatuors de Beethoven, ou ça vous fait peur encore? Oui, ce serait mentir de dire que ça ne fait pas peur, mais on a eu l'occasion de jouer le 3e quatuor de l'opus 18 et surtout on a fait le 15e. On est allé au 15e opus 132 qu'on a eu la chance de jouer en finale de concours international, qu'on a aussi beaucoup joué en concert, et c'est vrai que c'est un pavé, c'est une œuvre, c'est un monument, et oui, au début ça nous a fait peur, mais c'est génial à jouer, et on a hâte de pouvoir en découvrir de nouveau. Voilà. Hortense et Johan nous ont dit il n'y a pas longtemps quand est-ce qu'on fait un Beethoven, parce qu'ils n'étaient pas encore dans la partie quand on a joué le 15e et le 3e de l'opus 18, donc voilà, c'est sur la liste. D'ailleurs il y a ces phrases à la fin au début du dernier mouvement là, au violoncelle, sont quand même, pour nous, auditeurs, et à chaque fois, quand il y a ce thème qui apparaît au violoncelle à la fin du 15e. Dans le final du 15e. Oui, perché dans le suraigu. Ça nous donne toujours des frissons. Ouais. Je sais pas comment c'est pour l'interprète. C'est très difficile, c'est très difficile. C'est vrai que dans ce quatuor-là, en l'occurrence, il y a aussi il était évidemment précurseur sur beaucoup de choses. Il va nous amener un violoncelliste dans le suraigu à la fin d'un quatuor, après 45 minutes. Il y a beaucoup de choses, c'était très moderne, c'est évidemment comme écriture, c'est très moderne pour l'époque, Non, je disais qu'on était un petit peu perdu parce qu'au début ce 5e mouvement on comprend rien en fait, il y a ce thème au début, 15e quatuor. Peut-être que les musiciens contemporains de Beethoven, vous ne comprenez rien, et on comprenait rien, on se demandait pourquoi il avait écrit ça à ce moment-là, on se demandait si c'était planté. Bon, alors on n'a pas la prétention de dire qu'il s'est planté, mais c'est vrai que c'est incompréhensible. C'est comme la grosse fugue. Pour comprendre quelque chose, même après 20 ans de quatuor, c'est pas évident. Et puis en fait, à force de le jouer en concert, on comprend pourquoi il a écrit ça. Parce qu'en fait, à la fin, c'est presque du rock, ou c'est de la musique actuelle en fait. Et c'est pour ça que c'est aussi donc précurseur, comme l'a dit Rémi, mais aussi ça peut pas ça va durer dans le temps. Je sais pas, j'ai pas le bon mot, je le cherche, mais... Mais alors, pour les auditeurs, comment ça se passe à la cuisine du quatuor, c'est-à-dire, vous choisissez une partition, ou on vous demande d'interpréter une partition. Chacun travaille de son côté, ou vous lisez d'abord à 4, et puis après, pour découvrir ensemble la partition, et puis après, vous allez étudier chacun de votre côté. Oui. Comment ça se passe ? Oui, c'est une très bonne question.
Et on est sans cesse d'ailleurs par rapport à ça en train de se remettre en question, de savoir quel est le module le plus adapté par rapport au concert qu'on va avoir, par rapport à des concours qu'on peut faire encore. On se prévient de quelle œuvre on va jouer en tutti avant, à la maison, du coup on peut les préparer individuellement, mais c'est vrai que très vite c'est bien d'avoir une lecture ensemble, même si tout n'est pas là. Mais pour voir comment ça sonne. Oui, c'est ça, déjà avoir individuellement une idée de ce que de proposer en fait, se proposer à chacun des idées musicales et savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut raconter, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut partager au public avec cette musique-là. Et puis après, la cuisine du quatuor, comme vous l'avez dit, c'est excusez-moi pour le terme. Non, mais vous avez raison, et c'est très clair. Vous êtes des artistes, pour ceux qui nous écoutent. C'est un travail aussi. Il y a une réelle cuisine du quatuor à cordes qui est de pouvoir faire un travail entre le second violon et l'alto, entre l'alto et le violoncelle, le trio à cordes, comme on en parlait tout à l'heure, à l'intérieur du quatuor même, qui est le second violon, l'alto et le violoncelle. Donc il y a plein de partiels en fait à faire. Et si on regarde à une autre échelle, dans les orchestres, on a partiel cordes, partiel vent. Bon voilà, on fait un travail à l'intérieur du travail, et ce qui nous permet en tout outil de pouvoir accueillir notre premier violon et de pouvoir aussi proposer quelque chose en dessous et que lui puisse nous proposer. Mais il y a un travail, voilà, vraiment lui de son côté, et puis le trio à cordes et à l'intérieur des paires, des duos. Parce qu'en fait, il y a une recherche. Moi, par exemple, quand je travaille une partition en tant que premier violon. Je rappelle que vous êtes Cyprien Brod, vous êtes le premier violon du quatuor. Ouais, et en tant que premier violon, en fait, quand on travaille une œuvre chez nous, par exemple La Jeune Fille à la Mort dans laquelle on est en ce moment, c'est beaucoup plus simple pour moi en tant que premier violon de comprendre la ligne mélodique, parce que j'ai la plupart du temps les mélodies, et donc c'est plus simple d'imaginer déjà quelque chose. Et c'est vrai que eux qui ont une partie un peu plus souvent accompagnatrice, quand on est tout seul en train de jouer sa partie de second violon ou de violoncelle, c'est plus difficile de voir l'œuvre dans sa globalité. Donc il faut quand même très vite arriver au tutti pour qu'après eux, ils puissent avoir les clés aussi pour pouvoir travailler leur partition chacun chez eux et avoir une direction en fait dans laquelle travailler. Mais alors le premier violon, c'est toujours une chose sur laquelle je me suis interrogé dans le quatuor, c'est-à-dire que le second violon, il y a l'impression qu'il donne une assise, une sorte, comme l'alto, le violoncelle, mais le premier violon, vous êtes partagé entre ce côté soliste qu'illustrait d'ailleurs un violoniste comme Norbert Breinin dans le quatuor Amadeus, et puis quand même vous êtes quartettiste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça se déséquilibre par rapport aux autres membres du quatuor, donc vous êtes quand même tout le temps sur le fil, non C'est une recherche constante, parce qu'on ne doit jamais être trop. Il ne faut jamais se lever d'un coup et avoir les trois autres assis derrière. Mais il faut toujours savoir saisir le moment où on doit jouer soliste et où on doit d'un coup se remettre dans le trio à cordes, donc dans le quatuor à cordes. Et c'est pas évident, mais on travaille là-dessus. Et on se doit d'être très très polyvalent. De toute façon, le quatuor, c'est ça. Parce que le violoncelle, il peut attendre 3 pages pour avoir un solo d'une ligne. Mais en fait, il faut qu'à ce moment-là, il soit soliste. Et comme vous le disiez, le second violon, moi j'ai toujours cette interview de Luc-Marie Aguera, justement du quatuor Isaïe, qui disait que le second violon, c'était un pont entre tous les instruments, en fait. Et c'est vrai que le second violon, c'est un peu le support. Alors on dit souvent que c'est le violoncelle, c'est vrai que le violoncelle pose les basses, pose la justesse, etc. Mais le second violon, c'est vraiment le pont entre tout le monde, parce qu'il a en même temps cette partie très soliste avec moi, avec le premier violon, mais il a aussi il a les deux casquettes. Il a vraiment la basse et le côté soliste. Donc il doit s'adapter encore plus que le premier violon même. Non, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que donc depuis 6 mois, Hortense Fourier vous a rejoint en tant qu'altiste. Donc vous avez une altiste comme le quatuor Eben à Marie Chilem à l'alto. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fois il y a une modification dans le quatuor et puis en même temps, comment dire, c'est le même mais différent. Enfin, je ne sais pas comment dire ça sans être maladroit. L'arrivée d'Hortense dans le quatuor, pour nous, ça a été en fait, ça a été quelque chose de très important. On s'en rendait pas compte sur le moment, parce qu'on a toujours été 4 garçons dans le quatuor. Et en fait, finalement, ça a eu au bout d'un moment un déséquilibre, dans le sens où on avait
besoin d'une présence féminine. Et l'arrivée d'Hortense a ramené un équilibre, une fraîcheur. Alors je sais que ce terme est un peu... il faut faire attention avec ce terme, mais c'est vrai, ça a apporté quelque chose de neuf, de nouveau. Et la relation même qu'on avait entre 4 garçons avant était devenue un peu compliquée en fait, parce que c'est comme... Mais je pense que c'est la même chose, 4 filles, 4 garçons, il y a quelque chose d'un peu plus compliqué. Et là, ça a apporté vraiment un équilibre et des nouvelles idées, une nouvelle vision, une sensibilité aussi que nous, on n'avait peut-être pas. Alors ça change rien que ce soit une fille ou un garçon, mais voilà, elle nous a apporté quelque chose de différent, elle nous a apporté un équilibre et un vent de fraîcheur. Voilà, je vais le redire. Alors, on va parler maintenant des instruments, parce que vous, Cyprien Braud, et vous, Rémi Carlon, vous avez des instruments du même luthier, Nicolas Lupeau, et Johan Braca, second violon, joue un Vuillaume, et puis Hortense, un alto, alors tout contemporain, de Joël Clépal. Donc des instruments, vous arrivez à conjuguer des sonorités qui sont proches avec des instruments différents comme ça, parce que vous êtes 2 à avoir le même luthier, avec 2 autres instrumentistes qui, eux, ont des instruments très différents. Et le son, vous arrivez à une unité de son En fait, c'était le projet du Quatuor, c'était d'avoir 4 instruments français pour que la sonorité soit très très équilibrée. Et en fait, si on mettait un Italien au milieu de tout ça, ça aurait pas eu le même son. Et en fait, on a eu la chance de rencontrer nos mécènes, très vite, d'ailleurs, c'est arrivé très vite dans la vie du Quatuor, qui nous ont acheté nos instruments. Et ça a été un tremplin énorme pour nous. Et les 2 Lupeau ont exactement le même son. Je me souviens du premier accord qu'on avait fait, on s'était accordé et on s'est dit, oh là, oui, en fait c'est tellement plus simple de s'accorder comme ça. Pour la justesse, c'est plus simple parce que les mêmes sons s'accordent beaucoup plus simplement. Et voilà, donc on est encore dans la recherche parce que donc Johan ne joue pas le Vuillaume parce que c'est Nam qui l'avait et on est en train du coup de chercher 2 instruments au milieu qui vont bien coïncider avec les Lupeau, mais c'est très difficile la recherche d'un autre violon qui marche avec le Lupeau. Les altos, c'est encore plus dur parce qu'il y en a très peu. En français qui sonne vraiment bien, il y en a très peu. Parce qu'il faut, dans le quatuor, on ne peut pas avoir un alto de soliste. C'est un alto, il faut qu'il y ait des basses, quelque chose de très chaud, de très rond. Et c'est très rare. Un Vuillaume alto, on en a essayé 3-4. Et c'était un peu criard, un peu, oui, très puissant. Et c'est des grands violons, en fait. Voilà, c'est ça. Au niveau du répertoire, donc, je rappelle ces 2 concerts du 16 mai et du 22 mai prochain où vous jouerez deuxième quatuor de Bartók, quintette de Louis Vierne avec Michel d'Alberto, et puis le 22 mai à Bagatelle avec Lise de la Salle, le quintette de Franck. Comment vous avez des projets de répertoire? Donc il y a ce disque qui va être prévu avec ce quintette de Vierne et ce deuxième de Bartók et année 1917 en Europe. Vous avez des répertoires là que vous êtes en train de travailler pour des projets en particulier, on peut en parler Oui, on peut en parler, ouais, c'est à moitié secret, mais on a encore le projet de faire un dernier concours. On va se lancer dans le plus gros concours qui existe, donc c'est l'ARD de Munich. Et c'est en septembre. Très prestigieux concours de musique de chambre. Ouais, très prestigieux concours. Et je pense que ce sera notre dernier cheval de bataille. Et on veut, pour cette occasion-là, on doit monter énormément de. C'est eux qui imposent les programmes. Comment ça se passe? Alors ils nous laissent beaucoup le choix, mais il y a une ligne directrice, donc on doit choisir un classique, un romantique. Mais on a des listes énormes de compositeurs, mais c'est quand même très orienté. Et vous savez ce que vous allez travailler pour ce concours, ou alors ça c'est secret encore? C'est encore un peu secret. C'est secret. Bon, on a hâte de savoir, et puis donc de vous retrouver en septembre déjà de passer ce concours si prestigieux, c'est déjà une épreuve. Je pense qu'en soi ça doit déjà d'avoir été accepté déjà pour le faire, c'est déjà génial. On a envoyé un DVD pour la présélection et on a eu la nouvelle il y a quelques jours qu'on avait été accepté, que notre dossier, notre enregistrement a été accepté, donc on est très heureux. Maintenant il n'y a plus qu'à. Ça se passe comment? Parce qu'il y a des trios, il y a des quatuors à la RD de Munich. Ce sont des en fait, ce sont l'ARD de Munich, c'est un grand concours type Tchaïkovski,
piano. Voilà, et en fait ce sont des concours où il y a plusieurs instruments en fait qui sont représentés, et en fait donc ça a lieu tous les ans, et et pour l'ère d'Elmix ça a lieu tous les ans, et en fait ça change au niveau des Donc instruments. c'est tantôt trio, tantôt quatuor. Alors cette année c'est quatuor à cordes, piano et trombone si je me trompe pas. Mais c'est 3 concours différents, voilà. Ce sont 3 concours différents. Donc on concourt entre quatuor à cordes, et concours entre pianistes et entre trombonistes. Mais voilà, c'est pas un concours où toutes les formes sont mélangées. Tous les Alors, on parle de ces 2 grands quintettes avec piano que vous allez interpréter. Vous jouez le quintet de Brahms ou le quintet de Schumann, ou c'est pas encore dans votre répertoire? On a joué les deux, en fait. On a joué le quintet de Brahms l'année passée, en novembre dernier, avec à la Fondation Saint-Georges-Polignac. Au festival en fait qu'ils avaient organisé en partenariat avec Medici, donc c'était encore sur cette période un peu difficile du Covid. C'était avec le pianiste Jean-Paul Gasparian qu'on a joué Brahms, et on a aussi eu la chance de jouer, moi j'adore ce quintet de Schumann, c'est vrai qu'on l'a beaucoup joué, moi je crois que c'est mon préféré pour l'instant dans notre courte liste de répertoire de quintet avec piano, mais voilà, Schumann on l'a aussi donné plusieurs fois avec des pianistes différents. Bon, en tout cas, c'est 2 immenses chefs-d'œuvre. Ça, on a quand même souvent l'occasion de les écouter, beaucoup plus souvent que le quintet de Vierne, et on se réjouit de vous écouter l'interpréter le 16 mai aux côtés de Michel d'Alberto. Et puis le quintet de Franck, lui, il est un peu plus joué, mais c'est toujours un immense bonheur. C'est une œuvre très difficile, le quintet de Franck, pour le quatuor. Parce qu'on a l'impression que beaucoup les cordes sont souvent forment un ensemble très lié par rapport au piano. En fait, ce qui est très difficile en général dans les quintettes, c'est que tous les instruments du quatuor sont à l'unisson. Donc on est à l'octave, mais on est quand même à l'unisson. Donc pour la justesse, c'est très très difficile. C'est pas comme le quatuor où on est à la tierce, à la quinte, à l'octave. Là, on est souvent à l'unisson. Donc les 2 violons sont presque tout le temps à l'unisson. Donc ça, c'est très difficile. Donc justesse, c'est très difficile. Mais de mise en place, par exemple, pour bien jouer avec le piano, et même entre nous dans le quatuor, c'est pas très difficile. Mais après, de toute façon, chaque œuvre devient très difficile si on a envie de bien la jouer. Ouais. En tout cas, Cyprien Braud, je rappelle que vous êtes le premier violon du quatuor Elmire, Rémi Carlon, le violoncelliste de ce même quatuor Elmire que vous formez aux côtés de Johan Braca, second violon, et Hortense Fourier à l'alto. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mes invités. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec 2 des membres du quatuor Elmire, je vous propose d'écouter non pas ce quatuor, car il ne nous a pas encore offert d'enregistrement discographique, mais Michel d'Alberto, qu'on a longuement évoqué tout au long de cet entretien. Ce magnifique pianiste est un grand interprète de la musique française. Je vous propose de l'écouter dans un impromptu de Fauré et les nocturnes 6 et 7 du même Gabriel Fauré. Bonne écoute, bonne fin de soirée sur RCJ.